Voilà, donc on va parler d'IA et on va parler matériaux, parce que vous avez peut-être pas conscience à quel point les matériaux sont extrêmement importants. Si j'arrive à changer les slides, ils sont cruciaux depuis en fait le début de l'origine de l'homme, parce que sans matériaux, sans outils, l'homme n'a pas pu survivre. Et d'ailleurs, si on reprend un petit peu la trame de la civilisation, on nomme les âges par leurs matériaux. On parle de l'âge de pierre, l'âge de bronze, du fer pour les premiers outils. On parle de l'acier pour la révolution industrielle comme un marqueur fort en fait de la civilisation. Le plastique pour l'âge du consumérisme, l'âge du silicium ou plus simplement des semi-conducteurs pour l'essor de l'informatique. Bref, les matériaux ont toujours été au cœur de l'humanité et aujourd'hui, évidemment, face aux différentes contraintes que nous connaissons tous, géopolitiques, écologiques et autres, bah, trouver des nouveaux matériaux qui respectent tous ces challenges, c'est un challenge pour le scientifique lui-même. Donc, comment trouver des nouveaux matériaux? Si on regarde un petit peu à nouveau l'histoire, bah, il y a toujours eu différentes approches qui se sont nourries mutuellement. Au cœur, évidemment, l'expérience scientifique, l'expérience réelle sur la paillasse, on va dire, mais qui a été enrichie notamment par des approches de modélisation. Je vais prendre le laser si les gens. Voilà. Par des approches de modélisation ou plus récemment, comme je l'ai évoqué avec l'essor de l'informatique, des calculs à l'échelle atomistique qui permettent vraiment de mieux comprendre les interactions entre les atomes. Et bien sûr, comme c'est évoqué par de nombreuses personnes, on peut imaginer un nouveau paradigme, notamment nourri par des données qui peuvent nous guider à avoir des nouveaux matériaux. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est même le comité Nobel qui avait reconnu l'année dernière qu'à la fois en physique et en chimie, des avancées notables avaient pu être faites grâce à l'IA. Alors, avec quelques petites controverses, notamment pour la chimie, où pour la première fois, donc, un groupe financé par un GAFA a eu le prix Nobel, alors qu'à l'époque, le code qui, je vous rappelle, il permet de comprendre la structure 3D d'une structure protéine, avait été produit par un code qui n'était pas open source, c'est-à-dire que les scientifiques ne pouvaient pas reproduire les résultats, qui est quand même un peu à l'encontre de la science. Et pire que tout, c'est que les chercheurs envoyaient les informations pour nourrir les codes lui-même pour qu'ils puissent s'entraîner. Donc, quelque chose sur laquelle je reviendrai dans la conclusion. Bref, toujours est-il, il est notable effectivement que l'IA joue un rôle aujourd'hui. Alors, on va revenir justement un petit peu dans l'histoire et comprendre à partir de quand ça a commencé vraiment, à partir de quand on a pu avoir des données, notamment pour avoir suffisamment d'informations pour construire des apprentissages automatiques. Mais là, on va revenir justement à ces fameuses années qu'on a évoquées tout à l'heure, les années Covid, où on peut voir, et c'est assez intéressant de voir, que là où il y a eu le plus d'investissement entre 2019 et 2020 en IA, c'était notamment pour, comme vous pouvez le voir, pour toute la recherche moléculaire ou découverte de médicaments. C'est évidemment parce que c'était l'ère Corona, mais c'était aussi parce que la science, elle était prête, elle était mature pour pouvoir commencer à avoir des recherches qui puissent être efficaces. Si je prends par exemple la chimie moléculaire, c'est assez intéressant de voir que par exemple une molécule, aussi complexe qu'elle puisse être, peut être écrite sous la forme d'une chaîne de caractères, comme vous pouvez le voir avec ce format-là par là, exemple. À l'époque aussi, il y avait déjà des codes ou des algorithmes de processus de langage naturel qui permettaient d'associer des fonctions de mots des fonctionnalités, des mots à des fonctionnalités, pardon. Et c'était le début des transformers, donc il était déjà plus envisageable de se dire que oui, on peut générer des chaînes de caractères. Et donc, comme vous pouvez le voir sur cet exemple-là, bon là c'était avec un GAN, mais qu'importe, on peut générer des molécules. Alors ça, c'est pour la chimie moléculaire. Pour la chimie inorganique, qui en gros est une représentation un peu périodique d'un cristal, c'est plus compliqué d'exprimer ce que c'est qu'un cristal avec une simple chaîne de caractères, parce qu'en fait, une composition chimique, ça ne traduit pas la symétrie et toutes les fonctions d'un cristal. Mais là aussi, la science était suffisamment mature pour proposer des choses, parce qu'on peut faire des calculs à l'échelle atomistique, comme je l'ai évoqué, et on peut le faire de manière routine pour construire des bases de données. Et ça a notamment été conseillé par des gens du MIT au président américain de l'époque, président Obama, qui a suggéré effectivement que ça serait pertinent de commencer à construire un génome des matériaux, c'est-à-dire des informations collectées massivement qui permettraient de construire un peu mieux la compréhension des matériaux et d'en avoir un bon usage.
Et juste pour vous montrer un exemple, comment ça s'était passé à l'époque, eh ben, c'était assez simple. Vous prenez une cartographie comme la classification périodique et on peut se dire, tiens, par exemple, quels sont les alliages, c'est-à-dire l'association de, par exemple, de deux éléments qui peuvent former une phase ou pas. Ben, si on prend deux éléments, on fait des calculs à l'échelle atomistique pour estimer l'énergie parmi tous les prototypes structuraux qui existent et on peut ainsi bâtir, tiens, celui-ci va être plus stable dans cette structure-là, ainsi de suite et construire donc ce fameux génome qui a été une première base de données extrêmement riche pour la suite. Parce que pour le moment, je ne vous parle pas de quelque chose d'un très intelligent, c'est très brute force, comme on dit. C'est vraiment de la collection massive de données, mais ça a permis, dès les années 2020, on va dire, à nourrir des bases de données pour faire de l'apprentissage, notamment supervisé, ce que je vais présenter maintenant. Donc, dans la famille des machines, du machine learning, c'est-à-dire de l'apprentissage automatique, il y a une famille qui est très utilisée, donc c'est l'apprentissage supervisé, qui peut se résumer très facilement vous avez une base de données avec des informations qui sont associées à une valeur cible. Vous prenez votre boîte à outils, qui peut être un outil d'apprentissage, et vous allez construire une fonction de prédiction, de telle sorte que si vous avez un nouvel individu, un nouveau candidat, vous allez pouvoir prédire sa valeur. Et la valeur, elle peut être soit appartenir à une catégorie, dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle une classification, ou bien c'est une valeur numérique, et dans ce cas-là, on appelle ça une régression. Donc, je vais vous donner deux exemples très simples. Pour tout d'abord, une classification. On a des familles de matériaux qui sont très pratiques, notamment pour faire de la thermoélectricité, c'est de convertir de la chaleur en électricité. Donc, vous prenez par exemple de la chaleur perdue sur les pots d'échappement ou sur votre moteur thermique, vous mettez des matériaux thermoélectriques et vous pouvez récupérer de l'électricité gratuite. Donc, c'est assez pratique. Notamment, il y a une famille qui est la phase de Slur, qui est une phase cubique ici. Donc, on connaît déjà, pardon, dont on connaît déjà en fonction des bases de données cristallographiques, en fonction de la composition chimique, si ces compositions ternaires ici peuvent former soit des phases de Slur, soit pas du tout des phases de Slur. Donc, à partir de cette connaissance, qui sont donc des bases de données acquises depuis des décennies, on peut construire, par exemple, un arbre de décision. En effet, ces informations possèdent des propriétés et si on représente ces propriétés dans des graphes, eh bien, on peut se poser des questions. Tiens, est-ce que oui, les composés par rapport à la propriété 1, pardon, sont au-dessus d'une valeur seuil? Si c'est le cas, elles forment des composés orange ici, non slur. Sinon, eh ben, on va continuer comme ça à poser des questions. Si je suis au-dessus de la propriété d'une valeur seuil, j'appartiens à la famille des osseleurs, etc., etc. Et ainsi de suite, de telle sorte qu'une première équipe avait déjà proposé une classification assez noble où, à partir de la composition chimique, on peut prédire à l'avance si ces phases peuvent être des osseleurs ou des non-osseleurs. Et c'est intéressant parce que tout de suite, on voit de l'interprétabilité. On peut se dire, ah bah tiens, les questions sont été, tiens, le nombre d'électrons de valence de l'élément, quelle est l'électronégativité de tel autre, etc. Donc, il y a une vraie compréhension physico-chimique et ça, c'est assez précieux. Alors, ceux qui font un peu d'IA savent que les arbres de décision sont très mauvais parce que si, par exemple, vous voulez savoir ce qui se passe ici, votre arbre de décision va vous dire que c'est orange. Moi, je pense plutôt qu'il appartient peut-être au groupe des triangles verts. C'est typiquement le type d'erreur que les arbres de décision font, c'est du surapprentissage. Et pour combler ça, au lieu de prendre un seul arbre, généralement, on utilise une forêt aléatoire, les random forests, qui est une autre approche différente où vous allez prendre plusieurs arbres et volontairement, vous allez couper des branches pour justement biaiser l'apprentissage, pour ne pas être trop proche des données d'entraînement et avoir une meilleure prédiction sur des données nouvelles. Donc ici, je vais donner un exemple, pas cette fois-ci sur une classification, mais sur une régression. C'est-à-dire que là, on veut estimer une valeur numérique, comme par exemple la chaleur de formation. La chaleur de formation d'un composé, c'est en gros la chaleur produite par la formation d'un composé. Si c'est négatif, on dit que c'est exothermique, le composé se forme très bien, il est stable. Si c'est positif, ce n'est pas le cas, il se décompose. Et donc, ça aussi, on a des informations déjà dans le passé qui ont été mesurées par calorimétrie ou d'autres méthodologies, où on peut associer des composés à leur chaleur de formation, ce qui leur permet de construire des modèles de prédiction. Je ne vais pas rentrer dans le détail du machine learning, mais toujours est-il qu'un premier résultat très intéressant, c'est que ça permet d'explorer un espace très, très, très large de compositions qui ne pourront pas être faites manuellement.
Typiquement, ici, c'est le résultat d'une étudiante qui a passé à peu près une année ici au NIMS avec nous. Elle a pu explorer un espace chimique des fameuses phases Osler que je vous ai introduites tout à l'heure, mais cette fois-ci quaternaire, avec un nombre de configurations qui, évidemment, ne pourra pas être vérifié expérimentalement. Mais grâce à l'IA, on a pu prédire plus rapidement quels étaient les composés les plus pertinents et à partir de cela, essayer de faire des synthèses de nouveaux composés. Et c'est exactement ce qui est actuellement réalisé. Donc, voici pour les approches supervisées. Alors, je pourrais vous en parler des jours et des jours parce que tous les jours, il sort des papiers à partir d'apprentissage supervisé, de prédiction de nouvelles phases, notamment des alliages pour des propriétés comme les aubes des turbines dans les avions, les solides électrolytes pour les applications pour les batteries, ou à partir de différents filtres, comme vous voyez, on peut faire plus rapidement des sélections pertinentes de compositions pour après les tester expérimentalement. Allez, je m'attarde sur un dernier exemple qui me tient à cœur. Une étudiante aussi qui a passé quelques mois ici au Japon, qui a exploré une famille de matériaux pour le stockage de l'hydrogène. Vous savez, aujourd'hui, les piles à combustible, on en parle beaucoup, mais il faut un vecteur d'énergie pour l'alimenter, c'est l'hydrogène. Et l'hydrogène, il faut le stocker. Et donc, pour le stocker, ben, on a une possibilité, c'est les hydrures métalliques, qui sont des matériaux métalliques, qui peuvent, sous certaines conditions, absorber l'hydrogène de manière réversible. Et bah, pour avoir justement cette réversibilité, il faut des propriétés thermodynamiques vraiment adaptées qu'on peut moduler, notamment avec à nouveau l'ajustement des compositions chimiques. Typiquement, dans son cas, les parties d'alliage à 5 éléments, donc avec une petite base de données de 18 éléments initialement, ça fait beaucoup trop de systèmes quinaires à explorer qu'elle ne pourrait pas faire manuellement. Et à nouveau, à partir de premiers calculs qu'elle a réalisés sur des très très grosses mailles, parce que là, exprimer des mailles à 5 éléments de manière désordonnée, ça coûte très très cher. Donc elle a pu le faire sur seulement 5% de l'ensemble des composés, mais seulement à partir de ces 5% de ces composés, elle a pu prédire l'ensemble de toute la combinatoire. Et à partir de là, elle a pu sélectionner quelques composés qui sont pertinents à être mesurés. Pardon, excusez-moi. Mon temps me dit que je suis déjà à 13 minutes, pardon. Elle a pu proposer des candidats de composition qui ont été réalisés expérimentalement. Et donc, grâce à ça, ça a réellement pu accélérer la recherche. Alors, je vous parle de tout à l'heure d'ensemble de bases de données qui nourrit les approches d'apprentissage automatique. Et pour tout ça, à chaque fois, je vous dis, il vous faut beaucoup de données, ou du moins 5 à 10%, mais ça reste beaucoup. Des fois, on a beaucoup moins d'échantillons, et donc pour explorer l'espace des matériaux, pour pouvoir proposer des nouvelles expériences, ce n'est pas suffisant. Il va falloir faire d'autres méthodes, il va falloir utiliser d'autres méthodes. Et typiquement, une autre approche que l'approche supervisée qui est très utile et très utilisée, c'est l'apprentissage actif, où ici j'ai représenté une valeur que vous voulez par exemple maximiser. Donc ça peut être le stockage d'hydrogène dans un matériau. Vous voulez le maximiser pour en mettre beaucoup plus en fonction ici par exemple de la composition. Et réaliser un matériau, je vous ai dit, ça peut expérimentalement prendre du temps. Donc si vous n'en avez pas beaucoup, par exemple que 4 échantillons, et que vous voulez faire un nouvel échantillon, bah, vous ne savez pas trop où le faire. Et bien là, à nouveau, avec des approches statistiques, on va pouvoir être guidé. Parce que, bon, par exemple, avec des processus gaussiens, on va pouvoir suggérer quelles sont les relations qui lient les différents points entre eux pour avoir un certain modèle avec une certaine incertitude sur les valeurs permises en fonction de différentes contraintes que vous mettez au modèle. Et grâce à une stratégie quelconque, vous allez pouvoir suggérer où le prochain échantillon pourra être réalisé. Soit vous êtes super confiant et vous dites, tiens, mon modèle, il prévoit une super valeur ici, je vais peut-être faire mon prochain échantillon ici. Ou bien, parfois, le modèle vous propose au contraire, tiens, un nouvel échantillon ici pour réduire l'incertitude, ça peut être très utile. Et donc, vous allez le faire là. Et donc, vous rajoutez un point. Et petit à petit, par méthode de renforcement, l'apprentissage va s'améliorer et vous allez avoir un modèle non seulement prédictif, mais vous allez pouvoir avoir votre valeur que vous voulez, par exemple, maximiser votre capacité d'hydrogène. J'ai ici un exemple d'une vidéo qui m'a été donnée par mes collègues du NIMS, où là, l'objectif, c'était de trouver des électrolytes pour les batteries.
Donc là, vous avez un petit robot qui automatiquement fait le mélange des échantillons. C'est emmené à des mesures électrochimiques pour vérifier, par exemple, la cyclabilité de différents systèmes. Donc là, tout ça c'est robot, c'est automatisé, mais ce qui est plus pertinent, c'est que derrière, il y a de l'active learning qui va dire, en fonction des mesures, ah bah tiens, maintenant, je veux faire un échantillon avec telle composition, et par manière itérative, par exemple ici avec un processus bayésien, il va vous proposer de nouvelles des nouveaux choix, et donc améliorer petit à petit la prédiction ici de courant. Alors, je vous ai parlé pas mal de prédictions, mais le Graal pour le chimiste, c'est découvrir des nouvelles phases. Et pour découvrir de nouvelles phases, bah, il y a plusieurs possibilités. Il y a notamment s'inspirer de ce qui se passe dans la nature, avec notamment la théorie de l'évolution. Donc là, ici, je rends hommage notamment à un de nos postdocs qui est un peu spécialiste de cette approche, où l'approche génétique, on va dire, évolutionnaire, a été appliquée pour la découverte de nouveaux matériaux. Vous prenez deux composés qui sont connus, deux parents, vous les mélangez, vous faites un petit peu de mutation pour éviter la consanguinité, et vous avez à la fin un enfant, que vous pouvez évaluer. S'il est bon, vous le gardez, sinon, vous le rejetez et vous recommencez ce processus itératif. Donc ça, c'est une méthode qui est très utilisée en recherche pour les nouveaux matériaux. Donc pour le stockage de l'hydrogène, un travail de M. Bathurin que j'ai présenté initialement, mais aussi à d'autres familles de matériaux, comment on appelle ça en français, les réseaux métalliques organiques, les MOF, qui ont eu le prix Nobel cette année notamment, parce qu'en fait, c'est un assemblement un petit peu comme les Lego qui peuvent se faire de manière un petit peu à la main, on va dire, et donc qui ont été proposés notamment dans ce papier avec des méthodes évolutionnaires. Alors, les méthodes évolutionnaires ont quand même un problème, c'est qu'au bout d'un moment, si le nombre de degrés de liberté est trop important, la combinatoire explose. Et donc, aujourd'hui, on se tourne vers des choses un petit peu plus sexy. Vous avez forcément entendu parler, toutes les approches génératives qui, dans les images, notamment, nous permettent de donner des résultats, même en vidéo maintenant, assez intéressants. Le temps passe, alors je ne vais pas parler des auto-encodeurs, non, je ne vais pas avoir le temps. Je vais plutôt m'attarder sur les modèles de diffusion qui sont aujourd'hui, on va dire, le state of the art des méthodes pour, comment dire, générer des images. Vous avez des images qui sont connues, qui vous servent de base d'entraînement. Vous en prenez une, par exemple, et manuellement, vous la brutez de telle sorte que vous connaissez les paramètres qui ont permis à un étape T de revenir à l'étape T-1. Et donc, vous faites ça jusqu'à un bruit total, et de telle sorte qu'après, vous pouvez échantillonner. C'est-à-dire, vous repartez d'un bruit normal, et vous faites le processus reverse, et la méthode va converger vers la distribution la plus probable, d'après ce qui a été fait pendant l'entraînement. Et donc, ça, c'est les travaux d'Arsène Sultanov, qui a publié, enfin, qui a soutenu sa thèse il y a quelques années, qui a aussi passé quelques temps au NIMS, qui a appliqué ces algorithmes à des méthodes, à des descripteurs, non pas d'images, mais des réseaux cristallographiques, donc de la vraie chimie, de telle sorte que, en partant de conditions, par exemple, vous donnez la formule chimique, le processus va naturellement diffuser à partir de quelque chose qui est random complètement au début, vers une distribution qui est la plus probable d'après tous les apprentissages qu'il a fait auparavant sur des systèmes qui étaient complètement différents de celui-ci. Deux, trois mots sur les LLM, les Large Language Models. Donc, ce sont des approches qui permettent de traiter notamment des mots comme des tokens et puis de voir les successions les plus probables de suite. Ça a été adapté notamment à nouveau par un gros groupe comme DeepMind sur la prédiction de nouvelles compositions qu'ils ont couplé par un modèle de diffusion comme je vous ai montré d'avant pour proposer des nouvelles phases. Alors, le temps passe, mais malgré tout, j'aimerais vous parler d'une des controverses quand même qui a été produite par DeepMind. Ils ont en 2023 proposé un nouveau modèle qui allait exploser la découverte de nouveaux matériaux. Je vous le donne en mille. On a découvert plus de 2,2 nouveaux matériaux, plus de 300 000 qui sont stables. On a révolutionné 800 000 de connaissances de 800 années de découverte des matériaux et tout ça a été vérifié. Évidemment, ça a été très, très controversé. Beaucoup d'études ont montré qu'en fait, tout ça, c'était beaucoup de choses dites, mais pas vraiment vérifiées, notamment parce que tout n'a pas été open source et très, très peu de données ont pu être vérifiées. Ça a pu être vérifié aussi que c'était des combinatoires de phases déjà existantes, donc pas vraiment des choses nouvelles. Et puis, se limiter à la connaissance des matériaux sur seulement des phases très périodiques, comme ça a été le cas,
C'est faux parce que des vrais matériaux, ce sont des phases désordonnées avec des défauts. Il y a d'autres familles de matériaux comme des composites, des polymères. Donc, bref, on arrive au dernier pan de ma présentation qui, en fait, vous alerte sur le fait que oui, l'IA permet d'accélérer clairement la recherche. On peut faire explorer des combinatoires très importantes, mais il faut faire attention. Faire attention. Un premier point que j'ai évoqué au début de ma présentation, c'est la reproductibilité. Si on n'a pas de données libres, on ne va pas pouvoir vérifier, les scientifiques ne vont pas pouvoir reproduire les données. Donc, vous connaissez évidemment cet acronyme FAIR, et je pense qu'il est important de le rappeler qu'au sein de la science, il faut que les données soient vérifiables sous des formats accessibles et interprétables pour pouvoir reproduire correctement les données et les résultats. Ça me semble vraiment pertinent. Et pour ça, il faut se structurer. Au Japon, c'est un peu plus difficile. En France, il y a des groupes de recherche qui s'investissent beaucoup pour ça. Par exemple, le groupe de recherche en IA pour la science des matériaux, qui régulièrement fait des workshops pour entraîner les étudiants et les chercheurs et les sensibiliser à la recherche de l'IA pour la science des matériaux. Il y a des gros programmes de recherche en France, comme des PEPR, qui sont vraiment basés sur la découverte de matériaux à partir de l'IA. Et là aussi, l'open source est aux clés de tout ça. Donc, j'en arrive à la conclusion, si on va avoir un petit peu de temps pour la discussion. Je pense que vous avez montré que les matériaux sont définitivement un facteur clé pour l'humanité et que l'IA est définitivement important pour accélérer la découverte de nouveaux matériaux. Et que moi, je pense et je reste persuadé que l'open science reste pour cela le cœur de la recherche qui doit être faite aujourd'hui en IA pour éviter d'être gouverné par des GAFA. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je remercie tous mes collègues permanents que je présente ici, qui sont mes collègues français, ceux du NIMS et de mon laboratoire du LINC. Et je vous remercie, vous, pour votre attention. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour cet exposé complet, brillant et très intéressant. Et alors, justement, tu termines à la fin sur l'open science. Donc, toutes ces bases de données, ça va être, c'est c'est extrêmement précieux hein, pour l'humanité. Il faut qu'on échange, pour que les gens, les chercheurs des différents pays puissent s'entraider. Mais par rapport aux échanges de données, il y a quand même des limitations aussi dues à la souveraineté. Donc, en ce moment, on n'est pas dans une période où on échange beaucoup les bases de données non plus. Il y a certaines limites. Donc, comment conjuguer cette double contrainte, à savoir partager les données grâce à des bases de données open qui permettent d'avancer au niveau scientifique et malgré tout protéger les données pour conserver une forme de souveraineté et le secret industriel pour certaines compagnies. Merci beaucoup, Bruno, pour cette question. Effectivement, les données sont au cœur du problème. Si je reprends ce que Obama avait fait à cette époque, le Material Job Initiative, l'objectif, c'était à la fin, et d'ailleurs c'est très bien raconté dans ce papier de Nature, je vous invite à le lire, c'était à la fin de produire des bases de données qui sont libres et open et accessibles à tous. C'était ça qui était sur la table. Et aujourd'hui, avec le nouveau président des États-Unis, qui a justement la clé sur ces bases, alors pour le moment, elles ne sont pas fermées, mais on peut effectivement se poser la question. On l'a vu, je crois que c'est en océanographie ou d'autres domaines, ou certaines bases de données, ou en climatographie, je crois, je ne sais plus exactement. Malheureusement, le verrou a été fermé. Donc effectivement, il faut se poser la question. En France, je pense qu'on a de la chance, notamment avec la famille du CNRS, où se dire toutes les données doivent être accessibles. Tu le sais aussi bien que moi, Bruno, les chercheurs aujourd'hui doivent publier leurs articles, pas seulement dans des journaux payants, mais aussi dans des articles libres. Il y a aussi l'obligation et d'ailleurs en France c'est le cas, de donner des données dans des espaces qui sont pérennes. Je sais qu'il y a World Heritage qui soutient énormément cette démarche. Je pense que M. Bord pourra en parler plus que moi, mais les données peuvent être aujourd'hui, sont hébergées en France sur des serveurs accessibles à tous. Et donc, on invite les chercheurs non pas à mettre les données sur des serveurs américains, mais au contraire sur des serveurs français sur lesquels on a l'obligation, c'est des doctrines européennes d'ailleurs, d'avoir la pérennité sur les données. Donc, c'est compliqué, il faut se battre. Je pense qu'en France, on est bien lotis. Au Japon, je connais un petit peu moins, mais les articles aussi doivent être publiés sur l'équivalent de HAL, qui s'appelle MDR, qui sont faites au Japon. Mais les données, elles sont pas libres, malheureusement. Malheureusement. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour cet exposé très brillant.
Si jamais on a des jeunes qui veulent faire de la recherche dans ce domaine, qu'est-ce que tu recommanderais comme cursus? Parce que déjà, l'IA, rien que ça, c'est déjà très interdisciplinaire. C'est beaucoup de stats, en fait. Mais Oui. il y a aussi quand même de l'informatique pour arriver à faire tourner tout ça. Donc, il faut maîtriser des stats, il faut maîtriser des matériaux. Donc, il y a vraiment beaucoup de compétences en même temps, sachant que chacun de ces domaines en soi est très, très complexe. Alors, moi, je connais surtout l'aspect stats, mais vraiment, quand on veut faire des statistiques, il faut être statisticien, sinon on risque de faire n'importe quoi. Donc, comment s'y prendre et comment des jeunes peuvent se former pour contribuer à ce domaine? Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour la question. J'ai pas mis un graphe que j'aime bien représenter pour rappeler qu'en fait, l'IA, c'est au cœur de trois métiers. Il y a effectivement les stats, il y a la modélisation et il y a un métier qui peut être la chimie ou n'importe quoi. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on peut pas être les trois. C'est pas possible. Moi, je suis chimiste. Les stats, je comprends, mais j'ai besoin de travailler avec mes collègues que je cite. Ah mince, on a perdu l'écran, je suis désolé. Mes collègues de Sorbonne qui font des maths, etc. On a de la chance en IA que c'est une vraie discipline interdisciplinaire et qu'il faut travailler avec les autres qui ont un cœur de métier qui est bien meilleur que le nôtre et qui peuvent s'enrichir mutuellement. Donc, si, pour revenir là au début de ta question, si je dois conseiller aux étudiants un cursus, bah, faites ce qu'ils veulent. Faites peut-être pas de l'IA, sauf si vraiment l'IA et les stats, ça vous branche. Mais à la rigueur, faites de la chimie. Aujourd'hui, il y a des tonnes de formations. FIDEL, qui est proposé par le CNRS et qui est soutenu par la chaire IA à Grenoble, qui offre sur YouTube des formations excellentes. Vraiment, je vous invite. La nouvelle saison vient de démarrer. Tous les ans, ils proposent des formations qui sont vraiment d'excellente qualité avec des TP. Un- Quelqu'un qui fait du droit, j'ai envie de dire, quelqu'un qui fait d'autres choses, passionnez-vous par ce que vous faites et après, essayez d'appliquer l'IA soit en apprenant vous-même avec les formations en ligne du FIDEL, du CNRS, par exemple, soit aller voir des collègues statisticiens et essayer de travailler ensemble. Moi, je pense que c'est ça l'approche. Il ne faut pas dire aux étudiants d'aujourd'hui, faites de l'IA, c'est l'avenir. Moi, j'y crois pas. Moi, c'est mon avis. Bonjour, je m'appelle Clément, donc très bonne présentation. Dans mon travail, je sais que j'utilise aussi l'IA, mais plus dans le domaine de la photonique. Et quelque chose que je remarque beaucoup, c'est que on est de nombreux chercheurs à justement essayer de mélanger l'intelligence artificielle ces dernières années à nos modèles. Mais comme c'est une énorme boîte noire, en fait, moi, quelque chose qui me fait un petit peu peur avec ce genre de choses, c'est que on va avoir tendance à avoir des filtres passe-bas ou à passer à côté en fait de certaines solutions particulières qui vont être très différentes en fait des solutions qui vont être trouvées par nos réseaux neuronaux. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en fait, à trop démocratiser ce genre de méthode, on passe justement complètement à côté de certaines solutions qui pourraient être plus intéressantes que le reste, juste sous prétexte qu'elles sont légèrement différentes? Oui, c'est vrai. Et c'est là encore, je dis, il faut travailler à la fois avec des statisticiens qui auront des normes pour dire tes résultats, ils sont crédibles ou pas, et à la fois avec des physiciens qui comprennent la physique derrière et qui pourront interpréter directement si c'est bon ou pas. Je pense qu'il ne faut pas faire uniquement confiance au modèle prédictif parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, tu risques de passer à côté de certaines choses. Comme dans mon petit exemple tout à l'heure, on peut faire des fois des surapprentissages et dire des bêtises. Donc, si on n'a pas des garde-fous, c'est pour ça que je pense que le cœur du métier du physicien comme toi ou du chimiste comme moi reste, à mon avis, très importante et qu'il faut être très critique à l'égard des algorithmes. Très bien, merci.